Il existe une falaise dans l'ouest de la Chine. Les habitants l'appellent Baixia, le rocher blanc, et la grotte qu'elle abrite est un lieu de prière depuis des siècles. J'ai un jour demandé à Grok qui avait survécu le premier sur le toit du monde. La réponse était simple. Des humains modernes, arrivés tardivement, munis d'outils modernes et de poumons modernes, dans un air contenant 40% d'oxygène, en moins que le sol sur lequel ils se tiennent. Un moine y entra alors pour méditer et en ressortit avec une demi-mâchoire. C'était en 1980. Il la donna et elle fut rangée dans un tiroir d'une université de Lanzhou, où elle resta pendant près de 40 ans sans que personne ne puisse l'identifier. Lorsque la réponse arriva enfin, elle ne provenait pas de l'ADN, mais des protéines, et elle révéla que ceux qui avaient percé le mystère de l'altitude n'appartenaient pas à notre espèce. La grotte se situe dans le comté de Xiahe, dans la province du Gansu, sur le versant nord-est du plateau tibétain, là où les hautes terres amorcent leur longue descente vers le Lhasa. La roche est calcaire, d'une teinte si pâle que la falaise tire son nom de cette couleur, et l'entrée s'ouvre à mi-hauteur de la paroi, au-dessus du bassin de Ganjia. Des drapeaux de prière flottent à l'entrée. Le sol intérieur est foulé depuis des temps immémoriaux. Le chiffre crucial ici est l'altitude, 3280 mètres. Retenez bien ce chiffre, car le seul autre endroit sur Terre où cette population est connue avec certitude se situe à environ 700 mètres d'altitude dans les contreforts de l'Altaï sibérien. Et l'écart entre ces deux altitudes est au cœur de tout ce qui suit. À cette altitude, l'air contient près de 40% d'oxygène en moins qu'au niveau de la mer. Un organisme non adapté réagit en produisant davantage de globules rouges, ce qui épaissit le sang et impose au cœur un effort intense, incompatible avec sa capacité à supporter une telle résistance. Le plateau ne tue pas rapidement, il use lentement. C'est pourquoi les modèles ont daté l'occupation humaine de l'intérieur de la grotte si tardivement et ont supposé qu'elle nécessitait des équipements et des connaissances accumulées pendant des milliers d'années à une altitude plus basse. La grotte elle-même n'est pas un site archéologique au sens strict du terme. Il s'agit d'un sanctuaire bouddhiste utilisé pour la prière et la méditation depuis des générations. Ce fait détermine toutes les études menées sur le site et mérite d'être clairement énoncé plutôt que relégué au second plan. Une autre pratique locale, tout aussi importante, existe. Les ossements recueillis sur le sol de la grotte, considérés comme sacrés, étaient réduits en poudre et utilisés en médecine. Ce fait est documenté et n'est pas fortuit. Cela signifie que la majeure partie des autres vestiges contenus dans la grotte a été réduite en poudre. Seule la fraction qui a survécu a subsisté. La grotte est remarquable par sa capacité de conservation. Le calcaire karstique, froid et sec, à l'abri des variations de température extérieure, a vu s'accumuler des sédiments couche après couche sur une période extrêmement longue. Les ossements déposés sur ce sol se recouvrent d'une croûte de carbonate provenant d'une eau riche en minéraux circulant dans la roche. Cette croûte durcit à la surface, telle une coquille. Elle ressemble à une altération. On pourrait la comparer à une horloge, car la croûte peut être datée et tout ce qui se trouve en dessous est nécessairement plus ancien que la croûte qui s'est formée au-dessus. On ignorait jusqu'alors l'importance de ces vestiges. Pendant la majeure partie du XXe siècle, aucune fouille n'a été entreprise ici, ni prospection, ni attente. Les cavernes de ces falaises
étaient perçus comme des lieux de pèlerinage, plutôt que comme des sites préhistoriques, et l'on supposait que le passé lointain de la région commençait avec l'arrivée, il y a quelques dizaines de milliers d'années, d'hommes qui nous ressemblaient et utilisaient des outils semblables aux nôtres. Puis, en 1980, un homme entra dans la grotte pour prier, baissa les yeux vers le sol et ramassa quelque chose qui gisait là depuis bien avant que quiconque n'ait songé à y construire un temple. Il n'était pas archéologue, il ne cherchait rien, et il ne révéla à personne dans quelle grotte il avait fait cette découverte. Ce qu'il avait ramassé était la moitié droite d'une mâchoire inférieure fossilisée avec 2 molaires encore en place. C'était lourd, manifestement ancien, et cela appartenait sans aucun doute à un être humain. Le moine le confia au 6e Bouddha vivant de Gungtang, Jigme Tempa Wangchug, qui, reconnaissant son importance, le transmit à l'université de Lanzhou, où il parvint entre les mains du géologue Dong Wangrong. C'est grâce à cette succession d'étapes que le fossile existe. L'autre possibilité aurait été la meule, et il est impossible de savoir combien d'autres personnes ont suivi cette voie. Mais le moine n'a jamais consigné la grotte qu'il avait visitée. Ces falaises abritent de nombreuses cavernes. Le spécimen fut entreposé sans provenance clairement établie, ce qui empêchait de le dater par sa couche géologique, de le rattacher à un quelconque ensemble, ou de le replacer dans l'ordre chronologique. Il fut rangé dans un tiroir et y resta pendant près de 30 ans. En 2010, 2 chercheurs se penchèrent sur le problème. Fao Chen, qui deviendra plus tard directeur de l'Institut de recherche sur le plateau tibétain à l'Académie chinoise des sciences, et Dongju Zhang de l'Université de Lanzhou, qui venait de terminer son doctorat et avait réorienté ses recherches, délaissant le plateau tibétain, vers cet unique objet inexpliqué. Leur première tâche ne fut pas d'identifier le fossile. Il s'agissait de retrouver la grotte d'où elle provenait. Les chercheurs ont exploré les grottes candidates du bassin de Ganjia, affinant leurs recherches en fonction de la géologie et des témoignages locaux, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une, Baishia. Même alors, les travaux ne pouvaient pas commencer immédiatement. La grotte est un lieu de culte actif, et des fouilles systématiques nécessitaient l'autorisation des autorités religieuses, culturelles et archéologiques. Ces autorisations ont pris des années. Les premières fouilles en bonne et due forme à l'intérieur de la grotte n'ont eu lieu qu'en 2018, 38 ans après la découverte de la mâchoire. Entre-temps, la mâchoire elle-même restait un mystère. Selon les chercheurs, elle était très robuste. Le corps de la mandibule était épais et bas. Il n'y avait pas de menton, ni cette projection antérieure à l'avant de la mâchoire, l'une des rares caractéristiques véritablement diagnostiques de notre espèce. Les molaires étaient exceptionnellement grandes, et la 3e molaire ne s'était jamais développée, une condition appelée agénésie. Ainsi, la rangée de dents s'arrêtait là où aurait dû se trouver une dent de sagesse. Un détail étrange indiquait une origine particulière. La 2e molaire inférieure avait 3 racines au lieu de 2. Sharabaily et ses collègues ont par la suite démontré, dans un article publié dans les Actes de l'Académie nationale des sciences, que ce trait est présent chez moins de 3,5% des Homo sapiens non asiatiques, mais peut dépasser 40% dans les populations de Chine et des Amériques, et se situe autour de 25% au Népal. Une anomalie rare presque partout, et une variante courante en Asie de l'Est et chez les populations qui en descendent. Le problème était donc le suivant. Une mâchoire conservée dans un tiroir à Lanzhou, trop robuste et trop primitive
pour un humain moderne, ne correspondant pas à Homo erectus, partageant certaines caractéristiques avec les Néandertaliens, et pas d'autres, et présentant un trait dentaire commun aux populations actuelles d'Asie de l'Est, sur une mâchoire qui, de toute évidence, n'appartenait à personne. Elle ne correspondait à rien, et personne ne pouvait l'identifier. Cette incapacité à la classer n'était pas propre à la mâchoire de Shahé. Elle concernait l'ensemble des archives fossiles. La Chine possède une collection de crânes et de mâchoires du Pléistocène moyen que personne n'est parvenu à classer de manière cohérente. Dali, Jinyushan, Fujiyao, Maba, Walongdong, chacun décrit avec soin, chacun affublé d'une étiquette prudente, et ces étiquettes elles-mêmes témoignent de la difficulté. Une population au statut taxonomique incertain, non erectus, hominine du Pléistocène moyen d'Asie orientale, une variante orientale des Néandertaliens. Ce ne sont pas des classifications, mais des hypothèses provisoires. Dans ce contexte, 3 interprétations de la mandibule de Xiahe étaient disponibles, chacune étayée par un argument solide. La première était qu'elle appartenait à un Homo erectus tardif. Erectus était présent en Asie orientale depuis près d'1 million d'années. La robustesse, le poids et les proportions archaïques correspondaient. C'était l'explication la plus économique, ne nécessitant aucune découverte. La seconde était qu'il s'agissait d'un Homo sapiens archaïque. C'est précisément cette catégorie qui englobe ces spécimens, ceux qui présentent une forme de transition et se situent au milieu de la chronologie, sans appartenir ni à l'un ni à l'autre. Selon cette interprétation, l'individu de Xiahe était un membre primitif de notre lignée, son visage et sa mâchoire n'étant pas encore pleinement modernes. La troisième hypothèse était qu'il s'agissait d'un Néandertalien oriental. Plusieurs fossiles chinois avaient déjà été interprétés de cette manière. La mâchoire de Xiahe présente effectivement des caractéristiques communes avec les mandibules néandertaliennes, et la présence de Néandertaliens a été attestée jusqu'en Asie centrale. Étendre leur aire de répartition plus à l'est n'avait rien d'extraordinaire. 3 interprétations, 3 arbres généalogiques différents et aucune possibilité de trancher. Chaque argument reposait sur les mêmes quelques mesures prises sur le même fragment d'os. La morphologie ne permettait pas de résoudre le problème, car c'était le seul élément disponible. Seul l'ADN aurait permis de trancher, mais il avait disparu. Des tentatives répétées n'ont rien donné. Le spécimen était trop ancien, et les conditions au moment de son enfouissement n'avaient pas été suffisamment clémentes pendant une durée suffisante. Le matériel génétique se dégrade selon un processus précis, et celui-ci était épuisé. La solution a été trouvée en 2016, lorsque Chen et Zhang ont entamé une collaboration avec le département d'évolution humaine de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste de Leipzig, sous la direction de Jean-Jacques Hublin. L'idée était de ne plus se contenter d'ADN, mais d'obtenir des données plus fiables. Les protéines ont une durée de vie plus longue. Le collagène, préservé dans la dentine, peut persister bien après la dégradation complète du matériel génétique. De plus, la séquence d'acides aminés de ce collagène contient suffisamment d'informations pour situer un individu dans une branche de l'arbre généalogique. C'est un signal plus grossier qu'un génome, certes, mais non négligeable. Pendant que cette analyse était en cours, la question de la datation a été confiée à Chuan-Chu Shen de l'Université nationale de Taïwan. La croûte carbonatée qui s'était formée à la surface de l'os a pu être datée par la méthode uranium-thorium et le résultat est d'au moins 160 000 ans. Ce chiffre est important.
La croûte s'est formée après que l'os se soit déjà déposé. Elle établit donc un âge de base et non un âge précis. La mâchoire est au minimum aussi vieille, et peut-être même bien plus. Ils avaient donc une date. Ce qui leur manquait, c'était un nom. Les protéines allaient en fournir un, et personne ne s'attendait à celui qui allait être révélé. L'article est paru dans Nature en mai 2019 et est signé par Fao Shen, Frido Welker, Chuanshu Shen, Shara Bailey et leurs collègues. Welker, travaillant entre l'Institut Max Planck et l'Université de Copenhague, a dirigé l'analyse des protéines. Il a pris soin de préciser que les séquences récupérées étaient dégradées selon le schéma spécifique de dégradation des protéines anciennes, ce qui permet de distinguer un signal authentique d'une contamination moderne. Le collagène a permis de situer l'individu dans une population étroitement apparentée au spécimen de la grotte de Denisova. La mâchoire était dénisovienne. Pour comprendre pourquoi cette découverte a eu lieu de cette manière, il faut comprendre ce qu'était un Denisovien en 2019. En 2010, un fragment d'os de doigt provenant de la grotte de Denisova, dans les monts Altaï en Sibérie, a été séquencé par une équipe dirigée par Svante Pääbo. Le résultat a révélé qu'il ne s'agissait ni d'un humain moderne, ni d'un néandertalien. C'était un troisième groupe. Personne ne le recherchait. Pendant près d'une décennie, les seuls vestiges physiques de cette population se limitaient à quelques dents et fragments d'os provenant de cette unique grotte. Une branche entière de l'humanité, connue presque exclusivement par son génome. Il possédait une signature génétique, mais aucune donnée anatomique. Pas de crâne, pas de visage, pas de corps reconstitué, pas une seule image pouvant servir de preuve plutôt que d'illustration. Leur existence se résumait à une séquence. Et voilà qu'une demi-mâchoire découverte dans une falaise chinoise en faisait partie. Baishia se situe à environ 2250 km de la grotte de Denisova. Il s'agissait du premier fossile de Denisovien jamais identifié ailleurs que dans la grotte, ce qui signifiait qu'il n'était pas une curiosité sibérienne confinée à une seule vallée. Ils étaient disséminés à travers l'Asie. Puis vint la question de l'altitude. La grotte de Denisova se situe à environ 700 km d'altitude, tandis que celle de Baishia culmine à 3280. Cette population n'était pas simplement présente en altitude. Elle y était présente il y a 160 000 ans, au plus tôt, durant une période glaciaire, dans un environnement que les modèles établis réservaient à des populations dotées d'équipements modernes et d'un savoir-faire ancestral sur la survie en haute altitude. L'impact de cette découverte sur la chronologie est sans équivoque. La présence avérée d'hominidés sur le plateau tibétain a été repoussée d'environ 120 000 ans dans une seule publication. L'intérieur du plateau, considéré comme l'un des derniers endroits habités de la Terre, s'est avéré avoir été occupé bien avant que notre espèce ne s'en approche. Homo sapiens n'a atteint cette région que bien plus tard. Quelqu'un d'autre y est arrivé avant lui et y est resté suffisamment longtemps pour y laisser une mâchoire. C'est là la conclusion, et elle se suffit à elle-même. Mais elle a également soulevé un problème que cette mâchoire ne pouvait résoudre. Un os reste un os. Un simple fragment de mâchoire sur le sol d'une grotte pourrait indiquer la présence d'une population ayant vécu dans ce bassin pendant des millénaires, travaillant les pentes et élevant ses enfants dans l'air raréfié. Il pourrait tout aussi bien s'agir d'un corps remonté par une hyène depuis un lieu plus bas et plus chaud, ou d'un individu isolé qui s'est aventuré trop haut et y a trouvé la mort, ou encore d'un hasard taphonomique
ayant placé la mandibule d'une personne à un endroit précis, à un moment précis. La mâchoire prouvait leur présence, mais pas qu'ils y avaient vécu. Et la différence entre ces deux affirmations est celle qui distingue une simple visite d'un véritable foyer. La réponse est venue de la Terre elle-même. En 2020, une équipe a publié dans la revue Science avoir extrait de l'ADN mitochondrial de Denisoviens directement des sédiments du sol de la grotte. Dongju Zhang a dirigé ses travaux avec Fao Shen, Qiaomei Fu de l'Institut de paléontologie des vertébrés et de paléoanthropologie Svante Pääbo et Boli de l'Université de Wollongong. Aucun corps n'a été nécessaire. Un corps libère du matériel génétique dans le sol qu'il occupe, et si celui-ci est suffisamment froid et stable, ce matériel y reste fixé. Les signaux provenaient de couches datées d'environ 100 000 ans, 60 000 ans et peut-être 45 000 ans. Il ne s'agit pas d'un seul individu de passage, mais d'une présence revenant dans la même pièce sur des dizaines de milliers d'années. Il convient de s'attarder sur cette objection, car un commentaire technique publié a remis en question ce résultat. L'argument avancé était que la source du remplissage de la grotte n'avait pas été suffisamment caractérisée et que l'eau circulant à travers les sédiments aurait pu transporter du matériel génétique entre les couches, ce qui compromettrait toute tentative de datation d'un signal. Les auteurs ont contesté cet argument. Cet échange est documenté et le présent compte rendu ne prétend pas trancher la question. Puis, en 2024, une seconde étude publiée dans la revue Nature a abordé le problème sous un angle différent. Yuanzi Dongju Zhang, Jeff Smith de l'Université de Reading, Jean-Jacques Hublin, Fao Chen et Frido Welker ont creusé 2 tranchées d'1 mètre sur 2 à environ 20 mètres à l'intérieur de la grotte. Suffisamment profondes pour assurer la protection, mais suffisamment peu profondes pour laisser passer la lumière du jour, ces tranchées leur ont permis de traverser 11 couches et de mettre au jour plus de 2500 fragments d'os. Moins de 700 d'entre eux étaient suffisamment grands pour être identifiés par la seule anatomie. Ils ont donc identifié les autres grâce au collagène. L'analyse des signatures protéiques de près de 1900 spécimens leur a permis de trier des fragments invisibles à l'œil nu. L'un d'eux, une côte d'hominidés, cataloguée Xiae2, provenant d'une couche datée entre 48 000 et 32 000 ans, n'était pas un fragment animal. L'analyse protéomique l'a rattaché à la lignée dénisovienne. Il s'agit du plus jeune fossile dénisovien identifié à ce jour. Le reste de l'assemblage a permis de reconstituer la vie de cet hominidé. Les caprins représentent environ 60% des fragments, principalement des barrals, ces moutons bleus qui parcourent encore ces pentes aujourd'hui. À leur côté, on trouve des yaks sauvages, des équidés, des rhinocéros laineux, des hyènes tachetées, des marmottes, des porcs épics, des lièvres et des oiseaux, dont des aigles royaux et des faisans. Des renards, des loups et des panthères des neiges sont également présents. Des marques de découpe sillonnent les vestiges. Des encoches de percussion sont visibles sur les os longs, là où ils ont été brisés. La viande était prélevée, la moelle extraite, les peaux travaillées. Certains os sont brûlés. C'était un lieu où les animaux étaient amenés et transformés à plusieurs reprises par des personnes expérimentées. Les outils de pierre étaient rudimentaires. Une technique simple de taille sur nucléus et éclat permettait d'exploiter les ressources naturelles du terrain. Un travail suffisant, sans être impressionnant. L'occupation du site remonte à environ 190 000 ans, traversant les cycles glaciaires et les périodes chaudes sans interruption.
Les occupants ne sont pas arrivés, puis repartis. Ils ont occupé les lieux de façon permanente, ce qui explique la datation précise de cette côte. Il y a 48 000 à 32 000 ans, notre espèce s'était déjà répandue à travers l'Eurasie. Leur héritage le plus évident ne se trouve pas dans la grotte, mais dans le sang des populations environnantes. En 2014, Emilia Huerta Sanchez, Rasmus Nielsen et leurs collègues ont reséquencé la région du gène épassin chez 40 Tibétains et 40 Han. Ils ont découvert une séquence d'ADN d'environ 33 000 paires de bases, présentant une structure d'haplotype qui ne pouvait s'expliquer que d'une seule façon. Elle provenait des Denisoviens. Épéacin régule la réponse de l'organisme à l'hypoxie. La version tibétaine atténue cette réponse, empêchant ainsi l'épaississement du sang observé chez un organisme non adapté à l'altitude. De ce fait, le stress cardiovasculaire qui en découle est évité. Il s'agit de l'adaptation la plus importante que possèdent les habitants de ce plateau. Cette variante est présente chez les Denisoviens et les Tibétains, à faible fréquence chez les Chinois Han et pratiquement nulle part ailleurs. Cette asymétrie est digne d'intérêt car les populations de Nouvelle-Guinée et d'Australie présentent une ascendance dénisovienne bien plus importante et sont totalement dépourvues de cet haplotype. L'altitude n'était pas un facteur déterminant pour sa sélection. Ce gène n'était utile qu'à un seul endroit sur Terre. Une analyse de 2021 situe l'introgression il y a environ 48 000 ans, la sélection naturelle n'ayant débuté qu'il y a environ 9 000 ans. Le gène est resté inactif au sein de la population pendant des dizaines de milliers d'années avant de devenir significatif. Ainsi, la situation est la suivante. Une population disparue est la raison pour laquelle le toit du monde est habitable. Elle n'a laissé quasiment aucune descendance, mais elle a légué l'élément essentiel qui a permis à tous ceux qui sont venus après elle de survivre. Lorsque nous sommes arrivés en altitude. Le site de Nuaya Devu, au Tibet central, à environ 4600 mètres d'altitude, a livré plus de 3500 artefacts en pierre, provenant de couches datant de 40 000 à 30 000 ans, ce qui en fait le site paléolithique le plus élevé connu à ce jour. Il est attribué à l'Homo sapiens, mais cette attribution reste hypothétique. Aucun reste humain, ni ADN, n'y ont été retrouvés. L'identité des forgerons reste inconnue. En juin 2025, l'équipe de Xiao Meifu a enfin identifié un crâne presque complet, découvert en 1933 dans les fondations d'un pont sur la rivière Songhua à Harbin, et vieux d'au moins 146 000 ans. Ce crâne, nommé Homo longi en 2021, a été analysé dans les revues Science et Cell. L'ADN mitochondrial extrait du tartre dentaire a permis d'identifier 95 protéines endogènes, dont 3 variantes d'origine dénisovienne, et a été regroupé avec le spécimen dénisoviétique original. Après 15 ans de recherche sur un génome sans corps, un crâne a enfin été découvert. La dénomination de ces fossiles reste sujette à débat. Certains chercheurs les regroupent sous l'appellation Homo longi. D'autres les classent sous celle d'Homo luzonensis, ce qui engloberait la mâchoire de Xuchang et la mandibule de Penghu, découverte dans le détroit de Taïwan. Aucune réponse définitive n'a été établie, et il n'appartient pas à ce récit d'en imposer une. La quantité totale de ces espèces vivantes, quant à elle, est quantifiable. Environ 5% du génome a été retrouvé chez les Aita Macbucon des Philippines, soit la plus forte proportion connue à ce jour. Environ 4% chez les populations des hauts plateaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée et les aborigènes d'Australie. Des taux plus faibles ont été observés en Asie de l'Est,
et aucun génome nucléaire n'a encore été séquencé à partir de la mâchoire de Xuchang. On ignore toujours quand et pourquoi ces espèces ont disparu. Retournons à la falaise, à la roche pâle et au drapeau de prière qui flotte à l'entrée d'une grotte, à 3180 mètres au-dessus du niveau de la mer. Retournons à cet homme qui, en 1980, y pénétra pour prier, baissa les yeux et, au lieu de laisser la moitié d'une mâchoire servir à la fabrication de médicaments, la ramena à la surface. Il ne détenait pas une relique ancestrale au sens ordinaire du terme. Il détenait la première preuve qu'une autre espèce humaine avait déjà percé le mystère du toit du monde bien avant notre arrivée. Ce peuple a disparu. Il subsiste sous forme de fragments, un fragment de code dans le sang de chaque être vivant sur ce plateau. Et la falaise recèle encore ce qu'elle n'a pas livré. 2 tranchées creusées dans le sol sont foulées depuis des siècles. Une espèce dont on ignore la fin, dont on continue de déchiffrer les strates une à une.